Bonjour et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Roudian. Je suis votre professeur Romain. Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur le résumé. Donc on va voir les techniques pour faire un résumé en français. Ça va être un résumé de texte. Donc on va avoir un texte et on va en faire un résumé. Donc qu'est-ce que c'est un résumé ? Résumer quelque chose, c'est recomposer un texte où l'on exprime avec un minimum de mots les idées, les arguments, le mouvement même de la pensée de l'auteur, en restant fidèle, dans la mesure du possible, à son esprit et à son ton. Donc, résumer un texte, c'est réécrire un texte avec vos propres mots et en utilisant le moins de mots possible. Donc, en étant le plus concis, le plus court possible. Par contre, quand on fait un résumé, on doit reprendre la pensée de l'auteur. On ne doit pas donner son point de vue. On doit vraiment reprendre exactement la pensée de l'auteur. Et donc, un résumé doit pouvoir se substituer. Se substituer, ça veut dire remplacer le texte original. Si quelqu'un n'a pas lu le texte original, en lisant votre résumé, normalement, il n'a pas besoin de lire le texte. Il comprend déjà toute la pensée de l'auteur. Donc, le but d'un résumé, c'est d'apprendre à discerner l'essentiel de l'accessoire. Ça veut dire apprendre à faire la différence entre l'essentiel, ce qui est important, et l'accessoire, ce qui n'est pas important. Deuxième but, c'est de rendre exactement le sens d'un texte. Donc on l'a dit tout à l'heure, le but du résumé, c'est vraiment de remplacer le texte original. Donc vous devez rendre exactement le même sens, exactement la pensée de l'auteur, et donc il faut rester très proche, il faut être très fidèle au texte. Troisième objectif, c'est de comprendre la pensée de l'auteur et de la rendre en ses propres termes. Donc bien sûr, pour faire un résumé, il faut d'abord comprendre le texte de base, comprendre la pensée de l'auteur, ce que l'auteur voulait dire, et ensuite la rendre, ça veut dire la réécrire, la refaire dans ses propres termes, donc avec ses propres mots. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va faire un cours sur le résumé ? Le résumé, c'est quelque chose d'important pour vous, parce que déjà vous risquez d'en avoir dans les tests de français que vous ferez, et ensuite c'est un très bon exercice pour apprendre à reformuler. C'est très important pour vous au niveau C1 de reformuler, apprendre à reformuler, utiliser d'autres mots pour dire la même chose. Et donc le résumé, c'est un très bon exercice pour faire ça, puisque quand vous faites un résumé, vous ne pouvez pas réutiliser les mêmes expressions que l'auteur. Donc vous devez tout reformuler. Voilà, donc essayez de faire beaucoup de résumés, peu importe. Dès que vous trouvez un texte, vous pouvez essayer de le résumer, le donner à un camarade si vous voulez et voir s'il arrive à comprendre. Et donc c'est un excellent exercice pour améliorer votre niveau de vocabulaire. Voilà, donc avant de commencer le résumé et de voir le texte, on va voir d'abord les principes généraux. Donc c'est les règles de base pour pouvoir faire un résumé. Tout d'abord, la taille du résumé. Le résumé doit faire le tiers du texte original avec une tolérance de plus ou moins 15%. Donc, un texte de 300 mots devra être résumé en 100 mots. Donc, un résumé doit faire le tiers du texte original. Ça, je pense pas qu'il y ait de problème. Avec une tolérance de plus ou moins 15%, ça veut dire que vous pouvez faire un peu plus ou un peu moins que le tiers du texte original. 15% de plus ou 15% de moins. Donc un texte de 300 mots devra être résumé en 100 mots. Ensuite, le résumé doit être rédigé, ce n'est pas un plan. D'accord ? Donc quand vous faites un résumé c'est un texte, c'est pas un plan, donc il faut le rédiger. Il faut donc marquer clairement les articulations logiques du texte en utilisant des mots de liaison, comme de même, ensuite, mais, pourtant. Le résumé doit être clair, cohérent, logique et bien enchaîné. Donc ce n'est pas un plan, c'est un texte, donc forcément il vous faut des mots d'articulation, comme par exemple de même, ensuite, et, mais, pourtant, tous ces connecteurs logiques. Il faut faire des phrases bien construites, pas des morceaux de phrases, c'est un vrai texte, le résumé. Donc il doit être clair, cohérent, logique et bien enchaîné. Donc en effet, le résumé, c'est un texte qui est très court, donc il faut qu'il soit très clair, ça veut dire très facile à comprendre. Il faut qu'il soit logique également, puisque vous n'avez pas beaucoup de place, vous n'avez pas beaucoup de mots pour expliquer la pensée de l'auteur. Donc il faut être très clair, très logique.
Donc ensuite, le résumé doit être immédiatement compréhensible et retenir les informations importantes. Il faut sortir les informations importantes du texte et les reformuler pour être facilement compréhensibles sans avoir besoin de lire le texte original. Donc c'est le but du résumé, c'est de prendre les informations les plus importantes d'un texte, de les reformuler et de réécrire un court texte avec ces informations. Ce court texte doit être très facile à comprendre, donc très compréhensible. Ensuite, le résumé ne doit pas contenir de parties du texte. Il ne faut pas recopier les idées de l'auteur, mais les reformuler. Vous pouvez toutefois utiliser les mots-clés du texte. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut reformuler, il ne faut pas utiliser les mêmes mots que l'auteur. Par contre, vous pouvez utiliser les mots-clés. Il y a certains mots qu'on ne peut pas reformuler, certains mots spécifiques ou certaines idées importantes dans la thèse de l'auteur. C'est pas toujours possible de reformuler tous les mots. Vous pouvez utiliser les mots-clés utilisés par l'auteur, mais il ne faut pas reprendre ces phrases. Il faut reformuler, faire vos propres phrases. Ensuite, le résumé n'est pas un commentaire personnel. Donc, la première qualité d'un résumé est la fidélité au sens du texte et la soumission la plus complète à la pensée de son auteur, même si celle-ci vous semble totalement débile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la première qualité d'un résumé. Donc un résumé, on le juge sur quelle qualité ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un résumé est bon ? Donc, sa première qualité, c'est d'être fidèle au sens du texte et d'être soumis à la pensée de son auteur. Quand vous faites un résumé, vous ne devez pas donner votre avis personnel, vous devez suivre l'avis de l'auteur, même si vous pensez que cet avis est complètement stupide. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur, peut-être que vous pensez que l'auteur est stupide, mais vous devez retranscrire sa pensée, même si vous n'êtes pas d'accord. Vous ne devez pas donner votre pensée. Donc vous ne devez donner ni votre point de vue, ni ajouter des idées qui ne sont pas dans le texte. Donc on ne donne pas son point de vue, on ne donne pas sa pensée, et on n'ajoute rien. Donc pour résumer, on ne dit que ce que l'auteur a dit, on n'ajoute rien d'autre. Même si on pense que l'auteur voulait dire ça, s'il ne l'a pas dit, on n'ajoute rien. Ensuite, le résumé doit respecter l'ordre utilisé par l'auteur. Si l'auteur parle d'abord d'une chose, ensuite d'une autre chose, vous devez dans votre résumé conserver le même ordre. Par exemple, dans un texte sur les langues, l'auteur parle de l'anglais et ensuite il parle du français. Quand vous faites votre résumé, vous devez conserver cet ordre. Vous ne pouvez pas parler du français en premier parce que l'auteur avait d'abord parlé de l'anglais. Ensuite, le résumé doit pouvoir remplacer le texte. Ça, c'est important. Un résumé, ce n'est pas une synthèse. Donc, on a déjà vu comment faire une synthèse. Ici, c'est pas une synthèse. Donc, inutile d'utiliser des termes comme « l'auteur pense que ». Vous savez, dans une synthèse ou dans la présentation d'un texte, on va souvent utiliser ces termes « selon l'auteur » ou « l'auteur pense que ». Ici, c'est un résumé, c'est pas une synthèse. Donc, vous pouvez considérer que vous êtes l'auteur. Donc, si le texte est à la première personne, donc si l'auteur, quand il parle, utilise « je », vous pouvez utiliser la première personne également. Vous pouvez dire « je ». Ou alors, vous pouvez dire « il » ou « elle », la troisième personne. Peu importe, vous pouvez choisir celle que vous voulez. De même, vous devez utiliser les mêmes temps que l'auteur. Si l'auteur parle au présent, vous devez parler au présent. S'il parle au passé, vous parlez au passé. S'il utilise l'imparfait du subjonctif, vous utilisez l'imparfait du subjonctif. Enfin, il ne faut pas reprendre les exemples de l'auteur puisqu'ils existent pour expliquer une idée. Ce qu'on veut faire ici, c'est un résumé, donc ça doit être très court. Si vous reprenez les exemples de l'auteur, ça va prendre beaucoup trop de place. Surtout que le but d'un exemple, c'est d'expliquer un argument. Donc ne reprenez que l'argument. Donc il ne faut pas reprendre les exemples, ni reprendre les chiffres. Ça sert à rien non plus de donner beaucoup de chiffres, sauf si c'est un chiffre vraiment très important. Normalement, vous ne reprenez pas non plus les chiffres. Voilà. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un résumé, on va voir la méthode qu'on va utiliser. Donc tout d'abord, il y aura forcément plusieurs lectures de ce texte. Pendant la première lecture, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tout d'abord lire attentivement le titre. Parce que souvent, il est déjà très révélateur pour le contenu du texte. Souvent, le titre a déjà beaucoup d'informations et si vous comprenez bien le titre, vous comprenez généralement de quoi le texte va parler. Ensuite, il faut lire le texte de façon réfléchie, calme et attentive.
Donc vous lisez le texte tranquillement la première fois, vous prenez votre temps, vous essayez de comprendre le sens global. Comme ce qu'on fait à chaque fois pour les textes, pendant la première lecture, on essaye de comprendre le sens global, pas tous les mots, pas tous les détails. Pour le moment, on ne souligne rien, parce que si vous soulignez dès le départ, vous risquez de détourner votre attention, donc vous risquez de perdre un petit peu le fil du texte, peut-être d'oublier un peu certains éléments si vous prenez du temps pour souligner. Donc pendant la première lecture, vous ne soulignez rien. Vous ne prenez pas non plus de notes, pour la même raison, parce que si vous commencez à prendre des notes, à écrire, vous allez sûrement oublier ce qu'il y avait avant. Encore une fois, pour la même raison, vous ne regardez pas le dictionnaire lors de la première lecture. Pourquoi ? C'est assez simple. Si pendant la première lecture, vous commencez à chercher tous les mots, un par un, dans le dictionnaire, vous allez oublier le sens global du texte. Donc il vaut mieux, la première fois, lire tout le texte. Il y a des mots que vous n'allez pas comprendre, mais le but c'est vraiment uniquement le sens global. Mais malgré ça, donc pendant votre première lecture, il faut essayer de dégager l'idée maîtresse, c'est-à-dire l'idée la plus importante du texte, ou les idées les plus importantes du texte. Donc c'est vraiment votre but dans la première lecture, c'est de comprendre les idées importantes dans le texte. Donc après cette lecture, essayez de vous rappeler de ce que vous avez entendu. Donc bien sûr, vous n'allez pas vous rappeler de tout, mais essayez de garder les idées principales en tête, essayez de vous remémorer un peu les idées principales. Enfin, il faut faire également très attention au ton du texte, c'est-à-dire la façon dont l'auteur parle, surtout s'il s'agit d'un texte ironique. Donc dans ce cas, il faut savoir que l'ironie, ça consiste à dire le contraire de ce qu'on pense réellement. Par exemple, un jour où il pleut, il fait froid, il y a du vent, j'arrive au travail et je dis « Waouh, quelle belle journée !» Ça, c'est de l'ironie. Donc les Français utilisent vraiment beaucoup l'ironie, que ce soit dans la littérature, dans la vie de tous les jours, à la télé. Il y a énormément d'ironie en France. Donc il faut faire très attention à ça parce que l'ironie n'est jamais expliquée. Donc si vous comprenez que c'est de l'ironie, très bien. Si vous comprenez pas, tant pis pour vous. Et les gens autour vont peut-être se moquer ou vont peut-être rire. Donc attention à ça, il y a beaucoup d'ironie en France. Voilà, donc on va commencer avec la première lecture du texte. Donc comme vous pouvez voir, le texte s'appelle « Les rues aux piétons ». Donc vous allez faire cette première lecture tranquillement, sans chercher dans le dictionnaire, sans rien souligner. Vous essayez de comprendre le sens global du texte. Et pour vous aider, j'ai mis 2 questions. Donc vous allez essayer de répondre à 2 questions. La première, quelle est l'opposition centrale du texte ? Donc quelles sont les 2 choses dans le texte qui s'opposent, qui vont l'une contre l'autre ? Ensuite, deuxième question, quelle en est l'idée maîtresse ? Donc quelle est l'idée importante du texte ? Quelle est l'idée la plus importante du texte ? Voilà, je vous laisse lire une première fois le texte, prenez bien votre temps et essayez de répondre aux questions. Je reviens tout de suite après pour les réponses et bon courage. Voilà, donc vous avez lu le texte, on va voir les réponses aux questions. Donc première question, quelle est l'opposition centrale du texte ? C'est l'opposition entre les piétons et les voitures. Le mot piéton, je ne sais pas si vous comprenez, je pense que normalement oui. Donc piéton, ça vient du mot pied. Donc on utilise ses pieds quand on joue au football. Voilà, le mot pied. Donc un piéton, c'est une personne qui marche dans la rue. Donc qui n'utilise pas de vélo, qui n'utilise pas de voiture, il marche, c'est un piéton. Donc l'opposition centrale du texte est entre les piétons et les voitures. Deuxième question, quelle en est l'idée maîtresse ? Donc quelle est l'idée la plus importante de ce texte ? L'idée maîtresse, c'est qu'il faut briser le monopole dangereux des voitures et rendre la rue aux piétons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire en sorte que la rue soit un espace pour les piétons, pour les gens qui marchent. Et donc pour faire ça, il faut briser, ça veut dire casser, rompre, le monopole des voitures. Qu'est-ce que c'est un monopole ? On est en monopole quand on est le seul à faire quelque chose. C'est un terme qui est souvent utilisé en économie. Par exemple, quand une entreprise est la seule à vendre un produit, elle est en monopole. Donc ici, le monopole des voitures, c'est-à-dire que les voitures sont les seules à utiliser la route.
et la route est faite uniquement pour les voitures. Briser le monopole des voitures et la rendre aux piétons, c'est-à-dire faire en sorte que la route soit utilisée non seulement par les voitures, mais aussi par les piétons. Donc c'est bien l'idée principale de ce texte, qui est de savoir comment on peut faire pour rendre la route aux piétons et diminuer le nombre de voitures. Voilà, donc on va passer maintenant à une deuxième lecture du texte. Donc la méthode à utiliser pour faire un résumé, tout d'abord, il faut lire à nouveau le texte de façon calme et réfléchie. On ne se précipite pas, on prend son temps et on relit le texte. Ensuite, recherchez le sens des mots que vous n'avez pas compris. Pendant votre deuxième lecture du texte, si vous pouvez, utilisez un dictionnaire. Le mieux, c'est d'utiliser un dictionnaire français. Essayez d'éviter d'utiliser un dictionnaire français-chinois. C'est mieux d'utiliser un dictionnaire tout en français. Vous progresserez plus vite comme ça. Ensuite, vous pouvez souligner les mots ou les passages qui expriment les idées importantes. Comme on doit faire un résumé, on doit ressortir les idées importantes du texte. Donc pendant la deuxième lecture, essayez de souligner les idées importantes dans le texte. Et enfin, vous pouvez encadrer les expressions qui assurent l'enchaînement des idées. Vous savez, les connecteurs logiques, par exemple, d'abord, d'autre part, mais, donc, en revanche, tout ce genre de mots, vous pouvez les encadrer ou les surligner comme vous voulez. Donc, aujourd'hui, comme c'est un cours, on va voir le vocabulaire ensemble et ensuite vous procéderez à la deuxième lecture et vous essaierez de répondre à des questions un peu plus spécifiques. Donc tout d'abord le vocabulaire. On va regarder la première partie du texte et je vais commencer par lire. Les rues aux piétons. La vie des citadins est devenue un véritable enfer. La situation se dégrade chaque jour davantage. La chaussée grignote le trottoir. L'automobiliste roule à l'allure du promeneur. Le cœur des grandes agglomérations étouffe dans le chaos d'une circulation lente et pourtant dangereuse qui rend impossible toute initiative de flâner dans les rues. La voiture ne vole-t-elle pas à l'homme un univers à sa dimension, la rue? Les mystérieuses vénelles de la Médina à Fès, taillées au gabarit du bourricot bardé de couffins, résistent sans effort à la marée automobile. Mais Norwich, Cologne, Rotterdam, Copenhague et bien d'autres cités, submergées par ces flots, livrent depuis plusieurs années un combat difficile et courageux pour réapprendre aux promeneurs les chemins de la ville. Beaucoup trop habitués au confort trompeur de la voiture privée, les citadins refusent d'utiliser les transports publics pour se rendre au centre de la ville. Ils préfèrent s'exposer inutilement au tracas de la circulation urbaine plutôt que de contribuer activement à décongestionner le centre urbain pour en faire un lieu de rencontre où l'on peut flâner sans s'exposer aux dangers d'un trafic chaotique. Voilà, donc on va voir ensemble les mots difficiles. Le premier, c'est un verbe, se dégrader. Ça signifie se détériorer. Et donc ça veut dire devenir de plus en plus mauvais. Ici, dans le texte, c'était la situation se dégrade chaque jour davantage. Ça veut dire chaque jour, la situation devient plus mauvaise qu'avant. Ensuite, on a un autre verbe, grignoter. Grignoter signifie manger par petits morceaux. Grignoter. Ici, la chaussée grignote le trottoir. Alors, la chaussée, c'est l'endroit où roulent les voitures. Le trottoir, c'est l'endroit où marchent les piétons. Donc, quand ils disent « la chaussée grignote le trottoir », ça veut dire que petit à petit, la chaussée, la route, mange le trottoir. Ça veut dire que le trottoir devient de plus en plus petit et les routes de plus en plus grandes. Ensuite, on a un nom, une allure. C'est la vitesse à laquelle quelqu'un se déplace. Donc l'allure, c'est la vitesse. L'automobile roule à l'allure du promeneur. Ça signifie que la voiture roule à la même vitesse que le piéton. Donc dans les villes, les voitures ne roulent pas vite. Ensuite, nous avons un verbe, flâner. Flâner signifie se promener sans but. Donc juste se promener dans les rues sans avoir de but particulier. Ensuite, nous avons le mot venelle. Une venelle, c'est une petite rue, une ruelle, une toute petite rue. Ensuite, le mot médina. Médina, c'est uniquement pour les villes des pays arabes. Et donc, ça signifie la vieille ville.
Donc dans la phrase, c'était marqué « Les mystérieuses venelles de la Médina à Fès ». Donc ils veulent dire « les petites rues du centre-ville de Fès ». Fès, c'est une ville. Le mot suivant, un bourricot. Un bourricot, c'est un petit âne. Vous connaissez un âne? C'est une sorte de cheval, un tout petit cheval. Un bourricot, c'est un petit âne. Le mot suivant, un couffin. Un couffin, c'est un grand panier. Donc, dans la phrase, il était dit que les petites rues de la Médina à Fès taillaient au gabarit du bourricot bardé de couffins. Un gabarit, c'est une taille. Donc, ça signifie que les petites rues de Fès ont la taille d'un âne sur lequel on a mis des paniers. Donc c'est des rues qui sont vraiment toutes petites, juste la taille d'un âne sur lequel on a mis des paniers. Ensuite on a le nom tracas, un tracas. Du tracas, c'est comme un souci, c'est une inquiétude momentanée. Ça veut dire on est inquiet pour quelque chose, mais juste pendant une petite période. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. Et enfin, le mot décongestionner. Décongestionner un endroit, ça signifie dégager un lieu de ce qui l'encombre. Donc ce mot est souvent utilisé pour une rue et pour la circulation. Par exemple, le matin quand vous allez au travail, si vous prenez la voiture à Shanghai, il y a beaucoup de voitures. Pour décongestionner la route, il faut retirer des voitures, trouver un moyen pour retirer des voitures. Le mot encombrer signifie bloquer. Dans la définition, dégager un lieu de ce qui l'encombre. Encombrer signifie bloquer. Voilà, on va maintenant regarder ensemble la deuxième partie et je vais commencer par lire. Les responsables se dérobent-ils à leurs obligations ou le problème a-t-il pris des dimensions qui rendent toute intervention impossible? Dans la crainte de s'attirer les foudres des commerçants et de leur clientèle motorisée, et faute d'imaginer un plan de circulation susceptible de satisfaire à la fois automobilistes et piétons, les responsables pratiquèrent longtemps la politique de l'autruche. Mais taire le problème ou en minimiser les effets ne le rend pas moins pressant. Il y a aujourd'hui 30 millions de Français qui résident dans des villes et il y en aura 45 millions en l'an 2000. Dès aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent chercher à aménager des villes à une échelle plus humaine. De cette situation apparemment inextricable, il n'y a qu'une seule issue, la coopération entre l'administration et la population. Les édiles devront déclarer « zone pour piétons » pendant une partie de la journée. Le centre commercial de la ville et les habitants devront renoncer à leur voiture privée pour retrouver un îlot de paix au milieu des trépidations de la vie citadine. Plusieurs municipalités ont accepté cette solution, et en flânant dans ces zones pour piétons, on se prend à rêver à des villes enfin libérées de la tyrannie de la voiture, dont les princes seraient des piétons. Voilà, on va voir ensemble le vocabulaire. Le premier mot que j'ai choisi d'expliquer, c'est un verbe, se dérober. Se dérober veut dire éviter un problème ou quelqu'un, ou alors fuir quelqu'un, ou fuir un problème. Se dérober. Ensuite, une expression, s'attirer les foudres de quelqu'un. Ça signifie provoquer la colère de quelqu'un. Si vous faites une action qui va mettre quelqu'un en colère, vous pouvez dire que vous vous attirez les foudres de quelqu'un. Par exemple, vous allez en cours le matin, mais vous n'avez pas fait vos devoirs, vous n'avez pas fait votre travail. Vous allez vous attirer les foudres du professeur. Ensuite, une autre expression, la politique de l'autruche. Alors, une autruche, vous pouvez voir, je vous ai mis une photo, c'est un grand oiseau qui ne vole pas, mais qui court très vite. Donc la politique de l'autruche, ça signifie faire l'autruche. Et faire l'autruche, ça signifie ignorer un danger, refuser de voir un danger. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Vous pouvez voir à côté de la photo, j'ai mis un petit dessin. Les Français pensent que les autruches, lorsqu'elles sont en danger, mettent leur tête dans le sable pour ne pas voir le danger et ne pas avoir peur. Donc l'expression faire l'autruche, ou alors la politique de l'autruche, ça signifie refuser de voir un danger pour ne pas en avoir peur. Ensuite, l'expression taire un problème. Vous connaissez sûrement se taire, ça veut dire arrêter de parler. Taire un problème, c'est ne pas parler d'un problème, ou alors cacher un problème.
Le mot suivant, un adjectif, inextricable. Ça signifie quelque chose qui est difficile à résoudre. Un problème qui est très difficile à résoudre. C'est très dur de trouver la solution. C'est inextricable. Ensuite, un nom, un édile. Un édile, c'est un fonctionnaire qui travaille pour la justice ou l'administration. Ensuite, une expression, un îlot de paix. Donc, un îlot, c'est une petite île. Généralement, une petite île au milieu de la mer, très très loin des autres terres. Un îlot de paix, c'est un petit endroit tranquille au milieu de l'agitation. Donc, par exemple, pour la ville, si on dit qu'on va créer un îlot de paix, ça signifie, par exemple, un endroit où il n'y a pas de voiture. Donc, ça devient un tout petit endroit en ville où il n'y a pas de bruit. C'est un îlot de paix. Le mot suivant, c'est un nom féminin, une trépidation. Ça signifie une grande agitation, une forte animation. Beaucoup de bruit, par exemple. Et enfin, la tyrannie, c'est une contrainte violente ou un pouvoir irrésistible de quelque chose. Ici, on parle de la tyrannie de la voiture. Ça signifie qu'en ville, les voitures ont tous les droits. C'est les voitures qui sont prioritaires et qui décident de tout. Donc normalement, une tyrannie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle le président ou le roi, le chef de l'État, a tous les pouvoirs. Donc tous les pouvoirs sont dans les mains d'un seul homme. Ça s'appelle une tyrannie. Voilà, donc normalement, maintenant vous comprenez le vocabulaire du texte. S'il reste des mots que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à regarder dans un dictionnaire. Quand vous faites un résumé seul, pendant votre deuxième lecture, il faut regarder dans un dictionnaire les mots que vous n'avez pas compris. Donc s'il reste du vocabulaire que vous n'avez pas compris, allez-y maintenant, regardez dans le dictionnaire. Voilà, donc on va procéder maintenant à la deuxième lecture du texte, et je vais vous demander d'écrire le plan détaillé du texte. Donc vous avez le texte sous les yeux, essayez de trouver le plan que l'auteur a utilisé. Par exemple, première partie, vous donnez un titre à la première partie. Dans la première partie, il y a le premier paragraphe. Quelles sont les idées principales du premier paragraphe? Ensuite, le deuxième paragraphe. Quelles sont ses idées principales? Ensuite, deuxième partie, etc., etc. Trouvez le plan du texte, le plan que l'auteur a utilisé dans le texte. Bon courage! Voilà, donc on va regarder ensemble la réponse et donc le plan que l'auteur avait utilisé. Donc première partie, je l'ai appelé le problème. L'auteur va nous parler du problème. Dans le premier paragraphe, l'auteur parle des désavantages de la circulation en ville. Donc il parle des problèmes de la circulation en ville. Dans le deuxième paragraphe, il commence par nous donner la situation dans différentes villes. Vous voyez, c'est la partie où il parle de Fès, où il parle de Copenhague et d'autres villes. Donc il nous donne tout d'abord la situation dans différentes villes. Ensuite, on arrive à la deuxième partie, les causes. Donc dans cette partie, il donne les causes du problème. Et donc dans le deuxième paragraphe, dans la deuxième partie du deuxième paragraphe, tout d'abord, il se demande pourquoi cette situation. Donc pourquoi ce problème existe. Et les réponses qu'il donne sont tout d'abord la marée automobile. Ça signifie qu'il y a beaucoup d'automobiles. Une marée de quelque chose, ça veut dire qu'il y a beaucoup de quelque chose. Ensuite, le faux confort de la voiture. L'auteur nous dit dans le texte que les automobilistes pensent que la voiture, c'est mieux, mais en fait, ça n'avance pas plus vite que de marcher. Donc c'est un faux confort. Ensuite, troisièmement, le refus d'utiliser les transports publics. Il nous dit aussi dans ce paragraphe que la plupart des gens refusent d'utiliser les transports publics, ils préfèrent utiliser leur voiture. Ensuite, dans le paragraphe 3, il nous parle aussi de la passivité et de l'opportunisme des responsables. Vous savez, il nous dit que les responsables, ici il parle du gouvernement des villes, sont passifs, ça veut dire qu'ils ne font rien, et sont opportunistes, ça veut dire qu'ils saisissent toutes les occasions pour gagner quelque chose. Donc ici, interdire les voitures en ville, c'est pas très populaire, donc ils refusent de faire quoi que ce soit. Donc ils sont passifs.
Dans la troisième partie, l'auteur nous parle d'une solution possible au problème. Et donc dans le paragraphe 4, quelle solution? Une zone pour les piétons. Donc l'auteur dit que certaines villes ont déjà commencé à créer des zones pour les piétons dans lesquelles les voitures sont interdites. Quatrième partie, le futur. Donc l'auteur nous parle du futur par rapport à ce problème. Et donc le rêve pour l'avenir, c'est la ville sans voiture. Donc ce que l'auteur souhaiterait, c'est pour l'avenir avoir des villes où les voitures seraient interdites, des villes sans voiture. Donc voilà, ça c'est le plan que l'auteur a utilisé. Une fois que vous avez ce plan, vous avez déjà les grandes idées du texte. Et ensuite, à partir de ce plan, vous pouvez déjà rédiger votre résumé. Donc c'est très important de retrouver le plan d'un texte parce que ça vous permet de faire le plan pour votre résumé. Vous allez suivre le même plan que l'auteur. Et donc voilà, nous y sommes. Maintenant que vous avez compris le texte, vous connaissez les grandes idées, vous avez retrouvé le plan utilisé par l'auteur pour écrire ce texte, maintenant vous allez écrire un résumé de ce texte. Donc le texte fait 390 mots. Vous devez écrire un résumé d'un tiers, donc environ 130 mots. Plus ou moins 130 mots, si vous faites 120 mots, 140 mots, c'est pas grave, mais plus ou moins 130 mots. Donc voilà, vous utilisez le plan qu'on vient de voir, et à partir de ce plan, vous reformulez les idées de l'auteur pour écrire votre propre résumé. Je vous laisse un peu de temps pour écrire le résumé, et je reviens ensuite avec la correction. Bon courage! Voilà, donc on va regarder ensemble le résumé que je vous propose pour la correction. Vous pouvez voir que j'ai mis le résumé dans un tableau. Première colonne du tableau, vous avez des chiffres 1, 2, 3 et 4. Ça correspond aux parties qu'on a trouvées tout à l'heure pour le plan. Donc première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Ensuite, dans la deuxième colonne, c'est inscrit P1, P2, P3, etc. Ça correspond au paragraphe dans lequel ces informations ont été tirées. Donc paragraphe 1, paragraphe 2. Voilà, donc je vais lire ce résumé et on va voir ensemble le sens. Le rétrécissement progressif des trottoirs et le trafic anarchique et périlleux ont rendu la ville hostile aux flâneurs, promeneurs, passants, piétons. Donc ça signifie le fait que les trottoirs deviennent de plus en plus petits. Rétrécir, ça veut dire devenir petit. Et que le trafic devienne anarchique, ça veut dire sans loi, sans règles. Donc le trafic n'a plus aucune règle, les voitures roulent n'importe comment. Et périlleux, ça veut dire dangereux, ont rendu la ville hostile aux flâneurs. Donc la ville, à cause de ça, est devenue dangereuse pour les promeneurs. Paragraphe 2. Seules quelques villes anciennes aux ruelles étroites repoussent facilement l'invasion automobile, mais la plupart des métropoles sont écrasées sous les roues des véhicules. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que dans le paragraphe 2, il parlait d'abord de la situation des villes. Donc ici, on dit « Il n'y a que quelques vieilles villes avec des petites rues qui évitent les voitures. Mais la plupart des métropoles, ça signifie les très grandes villes, sont écrasées sous les roues des véhicules. » Donc ça signifie que dans la plupart des grandes villes, il y a beaucoup de voitures. Leurs habitants, préférant les avantages illusoires de l'automobile et refusant les transports en commun, au lieu d'aider à dégager le cœur des cités. Donc leurs habitants, donc les habitants des grandes villes, préfèrent les avantages illusoires, ça veut dire faux,
trompeur. Donc préfère les faux avantages de l'automobile. Ici, vous savez, il parlait du fait que l'automobile, en fait, ne va pas plus vite que les piétons au centre-ville. Et refusant les transports en commun, donc les gens refusent de prendre le bus ou le métro, au lieu d'aider à dégager le cœur des cités. Donc le cœur des cités ici, ça veut dire le centre-ville. Paragraphe 3. Et les magistrats ne réagissent pas de crainte des réactions des négociants et automobilistes. Donc les magistrats, c'est les gens qui font les lois. Ils ne réagissent pas, ça veut dire qu'ils ne font rien, parce qu'ils ont peur de la réaction des commerçants, les négociants, c'est les commerçants, et des automobilistes, donc des personnes qui conduisent les voitures. Attitude dangereuse face au constant accroissement démographique qui risque d'aggraver la situation. Donc le fait que les magistrats, les hommes de loi ne fassent rien, c'est une attitude dangereuse parce que il y a un constant accroissement démographique. Ça signifie que la population augmente et donc ça risque d'aggraver la situation. Ça veut dire que la situation risque de devenir de pire en pire, de plus en plus grave puisque la population augmente. Une solution rapide s'impose donc. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Paragraphe 4. La plus efficace serait de transformer le centre des villes en zone piétonnière et d'obtenir ainsi un abandon partiel de la voiture. Donc, la plus efficace, ici, ça signifie la meilleure solution. Donc, la meilleure solution, c'est de transformer le centre des villes en zone piétonnière. Ça signifie en zone pour les piétons. Donc, c'est un endroit où les voitures n'ont pas le droit de venir. Et d'obtenir ainsi un abandon partiel de la voiture. Et donc si on fait ça, si on transforme le centre des villes en zone piétonnière, alors les gens vont abandonner en partie la voiture. Ils vont pas l'abandonner complètement, ils utiliseront toujours la voiture, mais pas au centre-ville. Donc c'est un abandon partiel, en partie. Et enfin, paragraphe 5. Alors, on pourra enfin rêver d'une ville définitivement délivrée de la dictature automobile et ouverte, réservée, rendue aux piétons. Donc ici, c'est la partie où l'auteur parle de l'avenir. Donc si on crée des zones piétonnières dans le centre des villes, alors on aura peut-être enfin une ville où il n'y aura plus de voitures, où les voitures ne dicteront plus leurs lois, où les voitures ne feront plus la loi. Et les villes seront ouvertes, ou alors peut-être même réservées aux piétons. Voilà pour notre résumé. Si vous regardez bien, chaque paragraphe reprend exactement le plan que l'auteur avait suivi, et vous pouvez vraiment lire le résumé sans lire le texte et comprendre tout ce que l'auteur avait voulu dire. Je vais relire une fois ce résumé entièrement, cette fois-ci, sans explication, pour que vous ayez un aperçu global. Le rétrécissement progressif des trottoirs et le trafic anarchique et périlleux ont rendu la ville hostile aux flâneurs, promeneurs, passants, piétons. Seules quelques villes anciennes, aux ruelles étroites, repoussent facilement l'invasion automobile. Mais la plupart des métropoles sont écrasées sous les roues des véhicules, leurs habitants préférant les avantages illusoires de l'automobile et refusant les transports en commun, au lieu d'aider à dégager le cœur des cités. Et les magistrats ne réagissent pas, de crainte des réactions des négociants et automobilistes. Attitude dangereuse face au constant accroissement démographique qui risque d'aggraver la situation. Une solution rapide s'impose donc. La plus efficace serait de transformer le centre des villes en zone piétonnière et d'obtenir ainsi un abandon partiel de la voiture. Alors, on pourra enfin rêver d'une ville définitivement délivrée de la dictature automobile et ouverte, réservée, rendue aux piétons. Donc voilà, le résumé au total fait 142 mots. On avait dit qu'on devait faire un résumé d'un tiers du texte original. Un tiers, c'était 130 mots. Donc on a un peu dépassé, mais c'est pas grave puisqu'on a le droit à plus ou moins 15% de mots. Donc ici, c'est bon, on est dedans. Donc ici, ce qui est important de retenir quand vous faites un résumé, c'est pas très compliqué de faire un résumé. Qu'est-ce qu'il faut? Tout d'abord, c'est bien comprendre le texte. Retirer dans le texte les idées principales. Ensuite, avec ces idées principales, essayez de faire le plan que l'auteur a utilisé pour le texte. Une fois que vous avez le plan, c'est assez simple, il faut juste reformuler votre plan
et en faire un petit texte. Vous suivez exactement le plan et vous aurez un résumé qui sera très fidèle au texte. Voilà. Donc notre cours sur le résumé se termine ici. Je vous conseille d'en faire. Essayez de faire beaucoup de résumés. C'est un bon exercice. Reformuler, c'est toujours un très très bon exercice. Surtout quand on arrive au niveau C1. On nous demande souvent de reformuler. C'est très important. Donc faites-en un maximum. Utilisez n'importe quel texte. Essayez de le reformuler. Et voyez ce que ça donne. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit très bientôt. Au revoir. L'horloge tourne, les minutes sont des rides et moi je rêve d'arrêter le temps.